Bien, donc pour ce deuxième voyage, nous allons donc explorer le domaine de l'analyse et donc voir justement les défauts du corps Q. Donc défaut du corps Q. Défaut de Q. Alors, on a vu la dernière fois, dans notre premier voyage, que certaines équations, du second degré notamment, n'avaient pas de solution dans Q. Par exemple, par le fait que racine carrée de 2 n'appartenait pas à Q, par exemple. Bon. Et de la même façon, racine cubique de 2 n'appartient pas à Q, donc il y a des équations du troisième degré qui n'ont pas de solution dans Q. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de combler ce défaut de Q. Autrement dit, on va dire quel est le défaut de Q et comment le combler. Enfin, en quoi consiste combler le défaut de Q. Donc, ça amène au concept de corps algébriquement clos. Donc, définition. Je donne une définition. Alors, je prends K plus multiplier un corps commutatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 4 opérations. Il y a une addition, une multiplication. Pour l'addition, il y a aussi la soustraction. Et pour la multiplication, pour les éléments non nuls, il y a la division. Donc, ça fait bien les 4 opérations. Donc, en fait, techniquement, ça s'appelle un corps. Et commutatif, ça veut dire que quel que soit A élément dans le corps K, quel que soit B élément dans le corps K, A fois B égale B fois A. Voilà. C'est-à-dire que la multiplication est commutative. Bon. Alors, je dis que K est un corps algébriquement clos. Donc, on dit que le corps K, je mets K plus multiplié, mais techniquement, mais juste K. Le corps K, donc corps commutatif, est algébriquement clos. Lorsque, je vais essayer seulement si, eh bien, tout polynôme, à coefficient dans K, bien sûr, et de degré supérieur ou égal à 1, possède, ce polynôme possède au moins une racine dans K. Voilà, donc un corps algébriquement clos, c'est techniquement toutes les équations ont des solutions, donc c'est très sympathique. Ah, bien sûr, après cette définition, vous avez tout de suite un théorème. Le corps Q n'est pas un corps algébriquement clos. Pour preuve, c'est tout à fait trivial. Bien, pour montrer que Q n'est pas algébriquement clos, je rappelle qu'un corps algébriquement clos, ça veut dire que tous les polynômes concernant K de classe par égal à 1 possèdent au moins une racine. Donc, pour montrer que le corps Q n'est pas algébriquement clos, j'ai qu'à montrer le contraire. Autrement dit, de trouver au moins un polynôme accordant Q de classe par égal à 1 et tel qu'il n'y ait pas de racine dans K. Évidemment, je prends P de x égale x au carré moins 2. Alors, ce polynôme P de x est à coefficient dans Q, parce que 2 appartient à Q. Il est degré supérieur égal à 1, parce qu'il est degré 2. Et bien sûr, il n'y a pas de racine, parce que vous savez bien que les racines du polynôme P, c'est plus ou moins racine de 2, et que racine de 2 n'est pas un rationnel. Voilà. Donc, donc racine de 2 n'appartient pas à Q.
Donc, c'est QFD. Voilà. Donc, Q n'est pas encore algébriquement clos. Alors, j'aurais pu prendre ce polynôme-là. Je peux prendre aussi le polynôme. J'aurais pu prendre P de x égale x au carré plus 1. Parce que là, les solutions, c'est I. Et I est un imaginaire non réel. Et donc, a fortiori, I n'est pas dans Q. Voilà. Donc, voici au moins deux polynômes qui n'ont pas de solution dans Q. Donc, Q n'est pas algébriquement clos. Donc, voici un défaut de Q. Alors, maintenant qu'on a vu le défaut de Q, eh bien, on pourrait combler ce défaut. Et donc, construire un corps. Donc, voilà, on a N inclus dans Z, inclus dans Q. Ce serait de construire une sorte de corps K qui contiendrait toutes les solutions des équations A puissance dans Q. Donc, il y aurait racine carrée de 2, il y aurait racine cubique de 2. Mais vous voyez qu'il y aurait aussi le nombre I, parce que la solution de ce polynôme-là, c'est I. Donc, le corps K, il contient bien sûr racine de 2, ça on s'y attend, racine cubique de 2, mais il contient I. Et vous voyez bien que historiquement, ce n'est pas ce qui s'est fait, parce qu'en fait, vous connaissez la réponse. Le corps K, ça va être le corps R. Et R, I n'est pas réel. Donc, ça veut dire que si là, on a procédé, comme j'ai dit la dernière fois, par l'algèbre, là, il faut faire autrement. Autrement dit, oui, Q a un défaut. Oui, ce serait bien de combler ce défaut en créant un corps plus grand que Q qui soit algébriquement clos, mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Donc, ça veut dire que Q possède un autre défaut. Alors, on va voir deux. Défaut de Q, donc autre défaut de Q. Un défaut qui n'est pas évident. Donc là, c'est un défaut avec l'algèbre. Là, c'est un défaut avec l'analyse. L'analyse, c'est-à-dire qu'on parle des suites, limites de suite. Alors, il n'est pas du tout évident, ce défaut. On va le regarder. Alors, donc, ce qu'il faut voir, c'est que pour le plan de l'algèbre, Q a un défaut, mais ce n'est pas ce défaut-là qu'on va regarder. On va découvrir un deuxième défaut de Q, on va regarder vers l'analyse. Alors, pour ce faire, eh bien, on va dire, là, le corps Q, il a bien sûr l'addition et la multiplication, mais il y a aussi une relation d'ordre. C'est-à-dire qu'on peut dire que A est infragal à B. Alors, on peut dire qu'un rationnel est infragal à un autre rationnel. Il y a d'autres propriétés, mais je ne vais pas entrer dans les détails. À ce moment-là, eh bien, on peut parler dans Q de suites adjacentes. On peut regarder des suites adjacentes. Alors, je rappelle la définition. C'est, par exemple, une suite à n, une autre suite Bn. Alors, il y a trois conditions, très simples. La première condition, c'est que la suite à n est croissante. Deuxième condition, la suite Bn est décroissante. Et troisième condition, la limite, quand n tend vers plus l'infini de Bn moins An, cette limite est égale à 0. Voilà, donc la suite Bn moins N tend vers 0. C'est la définition de suite adjacente. Bien sûr, il est très facile de visualiser les suites adjacentes. Donc voilà, vous prenez la première relation d'ordre, vous pouvez mettre les rationnels sur un axe. Vous avez une suite An qui augmente, qui est croissante, une suite Bn qui est décroissante. Bon, vous doutez bien que si l'écart entre les termes de suite tend vers 0, donc là, vous avez N plus 1, là, vous avez Bn plus 1, on s'attend qu'à un moment donné, quelque part, il y a une rencontre. Autrement dit, techniquement, la suite N va croître et se rapprocher de L, la suite Bn va décroître et se rapprocher de L. Donc les suites N et Bn vont être toutes les deux convergentes et converger vers la même limite. Et ça, c'est le théorème sur les suites adjacentes, et valable pour les réels. Alors, quel est le problème dans Q? Le problème, c'est que si le N est irrationnel, bien évidemment, il y aura un souci. On va le voir tout de suite. Et on va fabriquer la suite N. Donc, je prends A0, c'est 3. A1, je vais aller en première décimale de pi, 3,1. A2, deuxième décimale de pi, 3,14.
À 3, je prends une 3,25 de pi, 3,41, etc. Quatrième décimale de pi, 3,1415, voilà. Et ainsi de suite. Et je pourrais définir AN. Bon, donc vous voyez que la suite AN, c'est une suite de rationnels, sont décimaux, donc a fortiori des rationnels, et vous voyez que c'est une suite croissante. Maintenant, pour avoir les suites adjacentes, je vais chercher une suite décroissante. Donc, je prends l'approximation supérieure, B0 c'est 4, B1, après 3,1, je prends 3,2, je remonte d'une unité simplement, en la décimale, B2, c'est 3,15, B3, c'est 3,142, et puis B4, c'est 3,1416. Et vous avez BN, N décimale. Donc, vous voyez que la suite BN, elle est décroissante. Et vous voyez que elles encadrent en nombre, et puis ce qui va se passer, c'est que le nombre ici va être le nombre pi. Donc, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, on devrait avoir la limite de AN, quand n tend vers plus l'infini, égale la limite de Bn quand n tend vers plus l'infini, égale pi. Là, sauf que pi n'appartient pas à Q. Bon, ben voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On peut visualiser. Donc, la première suite, c'est une bille qui roule. Voilà. Donc, vous avez rationnel. Donc, vous avez une bille qui roule comme ça. Donc, A0, A1, A2, A3, A4, AN. Voilà, une première bille. Là, vous avez une bille qui va dans l'autre sens. Voilà, B0, B1, B2, B3, Bn, etc. Et puis, à un moment donné, les deux billes finissent par se rencontrer au point L, qui va être le nombre pi. Donc, on s'attend à ce qu'elles vont se rencontrer ici, fusionner, sauf que là, il y a un trou. Et donc, les billes vont arriver ici. Et bon, d'accord, elles vont se rencontrer là, ici, voilà. Sauf qu'il y a un trou, et hop, elles tombent dans le trou. Et donc, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Il y a vraiment un trou. Bon. Et oui, ce trou, c'est parce que là, il y a le nombre pi, et pi n'est pas dans Q, donc il y a un trou. Il devrait y avoir le nombre pi, mais comme pi n'est pas rationnel, pi est absent, donc il y a un trou. Et le problème, c'est qu'il y a dans Q plein de trous. En fait, si on pouvait visualiser les rationnels, techniquement, on aurait ça. Voilà les rationnels placés sur une droite. Là, donc vous avez 0, là, 0, là vous avez 1, là vous avez le nombre 1,4, je n'ai pas mis à l'échelle, bien sûr. Voilà. Bon, il y a plein de trous. Bon, et si vous prenez une suite croissante, une suite décroissante, et que, en fait, la différence tend vers 0, donc elles sont adjacentes, et vous tombez sur un trou, évidemment, il y a un souci. Bon, évidemment, si vous tombez sur un point rationnel, là, ça va. Mais si la limite est irrationnelle, il y a un trou. Donc Q a plein de trous. Voilà. Donc, de même qu'en algèbre, on a comblé le défaut en parlant de corps algébriquement clos, et là, on va parler de combler le défaut. Ça consiste à faire quoi? Eh bien, à boucher tous les trous. Juste ça. Voilà. Donc, ça donne une définition, donc 3, donc espace métrique complet. Alors, intuitivement, c'est un espace où il n'y a pas de trou. Donc, c'est un espace où il n'y a pas de trou. Bon, alors le problème, c'est que vous voyez que ce n'est pas très précis, ce n'est pas très mathématique comme définition. Donc, je vais essayer de vous en donner une approche plus mathématique. En fait, donc si je reprends l'exemple du corps Q, avec Q, vous avez une addition, une multiplication, et puis comme on peut les ranger sur un axe, il y a une relation d'ordre. On peut dire qu'un rationnel est inférieur ou égal à un autre rationnel. Bon. À ce moment-là, ce qui se passe,
vous avez deux concepts. Même trois. Alors, d'abord, vous avez le concept de suite croissante. Suite croissante de Q. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une suite UN. Voilà, bon, n éléments de n. La suite UN est croissante. Donc, quel que soit n éléments de n, UN appartient à Q, donc c'est une suite de Q. Et elle est croissante, c'est-à-dire que quel que soit n éléments de n, vous avez UN qui est inférieur ou égal à UN plus 1. Voilà, vous avez le concept donc de suite croissante. Voilà, ça augmente simplement. Donc, je fais un petit dessin. Voilà. Là, vous avez Q. Bon, il y a des papiers. Hein. Et puis, vous avez UN. Et puis là, vous avez UN plus 1. Vous voyez que ça augmente. C'est le concept de suite croissante. Non, il y a un deuxième concept, c'est le concept de suite majorée. Suite majorée de Q. Suite majorée, ben, en fait, c'est une suite. Voilà, ici. Donc, vous avez U0, U1, elle est quelconque, hein, U2, U3, voilà. Mais il y a une barre ici, grand A. Et ils sont tous les termes de la suite, UN, ils sont tous à gauche de grand A. C'est-à-dire que grand A est un majorant de la suite UN. Donc, techniquement, ça veut dire que il existe grand A élément de Q, et que quel que soit n élément de n, UN est inférieur ou égal à grand A. Donc, ça veut dire que grand A est un majorant de la suite UN, et la suite UN est majorée. Voilà. Et vous avez enfin le concept de suite convergente. De Q. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que vous prenez une suite UN, vous prenez L, un élément de Q, et on va définir le concept, enfin vous le connaissez déjà, dire que la limite de la suite UN lorsque n tend vers plus l'infini est égale à L. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intuitivement? Ça veut dire que UN, plus n devient grand, plus UN se rapproche de L. Alors, techniquement, sur un dessin, ça se voit très bien. Vous prenez L, et bien vous prenez un petit espace, un petit intervalle autour de L, hein, voilà, tout petit, là ici, ça. Bon, et bien, à partir d'un certain rang, si vous attendez assez longtemps, tous les termes de la suite, ils vont tous se trouver là. Peut-être au départ, ils ne sont pas là. Là, vous avez peut-être eu 0, et là, vous avez eu 1. Et si vous êtes patient, tous les termes de la suite, à partir d'un certain rang, finiront par tomber dans cet intervalle que je peux appeler AB, par exemple. Donc, en langage mathématique, ça veut dire que quel que soit A élément de Q, là, quel que soit B élément de Q avec A strictement inférieur à B, à l'intervalle, eh bien, à partir d'un certain rang, il existe un N0 élément de N, et que quel que soit N supérieur à N0, tous les termes de la suite, vous aurez UN, vous aurez A plus petit que UN, plus petit que B. Voilà, ça veut bien dire qu'ils sont dans l'intervalle AB. Voilà. Et aussi petit que soit l'intervalle. Donc techniquement, on traduit cela mathématiquement pour dire que la suite UN converge vers elle. Donc on a trois concepts, la notion de suite croissante, la notion de suite majorée, la notion de suite convergente. Alors ça fait trois concepts, mais on pourrait se dire, est-ce que les deux premiers ne pourraient pas entraîner le troisième? Autrement dit, si je prends une suite qui est croissante et majorée, est-ce qu'à un moment donné, donc voilà, si je prends une suite croissante majorée, je fais le schéma ici, voilà, donc vous avez une suite croissante, là, ça augmente comme ça, doucement, elle est majorée par grand A, est-ce qu'à un moment donné, elle ne va pas se rapprocher, converger vers un nombre L? Eh bien, dans Q, c'est faux. Donc, il y a des suites, justement, parce que imaginez que L, il y a un trou là, L n'est pas rationnel, donc il y a un trou. Donc, la suite, elle est croissante, majorée, donc elle devrait tendre vers L, mais hop, il y a un trou. Elle bascule ici. Donc, elle ne pourra pas converger dans Q. Donc, dans Q, il y a des suites croissantes, majorées et non convergentes. Justement, si, entre guillemets, la limite, c'est un trou. Alors, par exemple, si vous prenez la suite des décimales de pi, donc, vous prenez A0 égale 3, A1 égale 3,1, voilà, etc. A2 égale 3,14. Vous prenez comme majorant, vous prenez 4, voilà. Mais cette suite-là, elle va converger vers pi,
mais pi n'est pas dans Q, donc vous tombez sur un trou. Vous avez une suite croissante, la suite des décimales de pi, qui est majorée par 4. Donc, elle est croissante majorée, et pourtant, elle ne converge pas dans Q, parce qu'il y a un trou. Voilà, donc Q, techniquement, n'est pas un espace métrique complet. Voilà le deuxième défaut de Q. Donc Q, maintenant, vous voyez qu'il a deux défauts. Donc au départ, on va avec un. Mais en fouillant un petit peu plus, on voit que Q a deux défauts. Donc, conclusion, Q a deux défauts. Alors, ça veut dire que, un, Q n'est pas algébriquement clos. Q n'est pas un corps algébriquement clos. Donc, ça veut dire, je rappelle, ça veut dire qu'il y a des équations polynomiales absolument Q qui n'ont pas de solution. Et Q n'est pas un espace complet. Alors, techniquement, ça veut dire qu'il y a des suites croissantes majorées de Q qui n'ont pas de limite. Bon, il y a deux défauts. Donc, alors vous avez vu que historiquement, on pourrait chercher à combler au moins l'un des deux défauts. Ce n'est pas le premier. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, voilà, Q il n'y a pas dans Q racine de 2, il n'y a pas racine cubique de 2, il n'y a pas racine de 3, donc on va rajouter ces nombres-là. Mais ce n'est pas ce qui a été fait parce qu'à ce moment-là, il faudrait aussi rajouter I. Et ce n'est pas ce qu'on a fait parce que, en fait, ce qui s'est passé, donc rappelez-vous, il y a N inclus dans Z, inclus dans Q. Là, on cherche de mettre toutes les racines de tous les polynômes en Q. Degré c'est pas égal à 1. Et ce n'est pas ce qu'on a fait parce que ce corps-là, qui contient, donc qui serait, entre guillemets, algébriquement clos, il devrait contenir les solutions des équations A coefficient Q. Donc, il devrait contenir racine de 2. Il n'y a pas de souci. Bon, racine cubique de 2, pas de souci non plus. Mais il devrait contenir I. Et historiquement, ce n'est pas ce qui s'est fait, parce que vous connaissez la réponse. Sans spoiler, le corps là qui va être mis, c'est le corps R. Et si R contient racine de 2, racine cubique de 2, il ne contient pas I. Donc en fait, ce qui est passé, c'est qu'on a pris la deuxième solution. Donc là, on était dans l'algèbre. Et là, on va être dans l'analyse. Donc deux domaines différents. Donc là, on cherchait à avoir des solutions pour certaines équations, donc de premier degré. Et là, on va chercher à boucher tous les trous. Voilà. Donc, du coup, voilà, on construit, on a la motivation pour boucher tous les trous. Voilà. Donc, on obtient le corps des réels. Donc, c'est pour ça qu'on a construit le corps des réels. C'est pour boucher tous les trous du corps Q. Et on a donc le joli théorème qu'on ne va pas démontrer. Eh bien, devinez, R n'a pas de trou. Donc, R est un espace métrique complet. Donc, visuellement, ça veut dire que si on représente, par exemple, les entiers, si on présente n, vous avez 0, après vous avez 1, après vous avez 2, voilà, c'est assez espacé. Hein. Si on prend z, c'est de deux côtés. Vous avez 0, 1, 2, ça continue, et là, on va mettre moins 1, moins 2, c'est pas à l'échelle, et ça continue. Si vous prenez q, vous visualisez, en fait, ça va être comme ça. Bon, c'est sympa, mais il y a plein de trous. Il y en a une infinité. Et donc, maintenant, on prend R. Et là, vous allez boucher tous les trous. Voilà. Donc, d'accord, vous avez 0, vous avez 1, mais vous avez aussi donc, le nombre E, base du logarithme népérien, et le nombre pi. Voilà.
Donc, vous avez tous les nombres. Et il n'y a aucun trou. Donc, R est un espace métrique complet. Bon. Mais rappelez-vous, il y avait un défaut pour Q, c'est qu'il n'est pas algébriquement clos. Alors, R, maintenant, on peut se demander, est-ce que R a des défauts? Ben déjà, rappelez-vous, Q avait deux défauts. R, il y a un défaut qu'il n'a pas. R, c'est un espace métrique complet. Il n'y a pas de trou dans R. Bon. Par contre, on peut se poser la question, et le premier défaut qu'il y avait pour Q, est-ce qu'il est là pour R ou pas? Ben, vous connaissez déjà la réponse. C'est que je prends le polynôme P de x égale x au carré plus 1. Donc, c'est un polynôme à coefficient dans R. Et bien sûr, il n'a pas de racine dans R, parce que vous savez que la solution, ce serait x au carré égale moins 1, et donc ben, x égale plus ou moins i. Évidemment, i n'est pas dans R. Donc, R n'est pas un corps algébriquement clos. Donc, ben, je mettrai même cette triviale. Donc, R n'est pas un corps algébriquement clos. La preuve, ben, il suffit de trouver un polynôme A coefficient dans R qui n'a pas de racine dans R, ben, on prend P2, on pose P2x égale x plus 1, c'est fini. Il n'y a pas de solution, voilà, c'est que bon. Alors, donc finalement, Q avait deux défauts et on n'en a plus qu'un. Mais on pourrait faire le même jeu. C'est-à-dire que, rappelez-vous, N inclus dans Z, inclus dans Q, inclus dans R. Donc, on pourrait se dire, ben, R n'est pas algébriquement clos. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter des solutions, au moins rajouter I? Je rappelle que là, il y a I ou moins I. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter I. Eh bien, on va obtenir un corps qui est C, le corps des nombres complexes. Et là, c'est une sorte de chose merveilleuse qui se produit, c'est qu'on a le magnifique théorème. Alors déjà, théorème 1, eh bien, c'est un espace métrique complet. Donc, on ne rajoute pas de trou. C est un espace métrique complet. Bon. Alors, juste un mot sur l'espace métrique complet. En fait, vous avez vu le théorème des valeurs intermédiaires. Et justement, le terme des valeurs intermédiaires, il est justement valable parce qu'il n'y a pas de trou. Et justement, dans un espace où il y a des trous, eh bien, le terme des valeurs intermédiaires, évidemment, ne marche plus. Donc, c'est un espace métrique complet. Et vous avez le théorème 2, un petit bijou. Alors, les Anglais l'appellent le théorème fondamental de l'algèbre. Les Français l'appellent théorème de d'Alembert. D'Alembert étant un mathématicien français. Eh bien, c'est un très joli théorème. On ne va pas le démontrer ici, c'est un corps algébriquement clos. Vous voyez que C, il n'a plus les deux défauts de Q. C'est un espace métrique complet et il est algébriquement clos. Du coup, ben, pour les chimistes, c'est super. Donc, pour définir la mécanique quantique, les mouvements des électrons, les liaisons chimiques, eh bien, vous travaillez avec la fonction d'onde et le spin de l'électron et justement les nombres complexes. Donc, la chimie quantique, la physique quantique, la mécanique quantique est basée sur les nombres complexes. Donc, ben voilà, on a fait la boucle. Hein, donc, on peut mettre l'encadré. Hein, voilà, Z. Vous voyez que je n'ai pas mis les décimaux. Inclus dans R, inclus dans C. Et voilà. Donc, c'est un super corps parce qu'il est algébriquement clos. Donc, pour l'algèbre, c'est génial.
et il n'y a pas de trou. Donc, pour l'analyse, pour les fonctions continues, les fonctions dérivables, parce qu'on peut aussi parler de fonctions dérivables, eh bien, tout est bien. Voilà pour ce voyage numéro 2 qui nous a amené donc avec l'introduction du corps R et du corps C. Donc là, si vous regardez, là, la motivation, c'est de l'algèbre. Là, la motivation, donc passer de N à Z, c'est de l'algèbre. Passer de Z à Q, c'est de l'algèbre aussi. Passer de Q à R, c'est de l'analyse. Et passer de R à C, c'est de l'algèbre. Voilà. Là, résoudre l'équation x au carré, enfin, trouver une racine au polynôme x au carré plus 1. Voilà, donc ça fait un peu plus de 31 minutes. Donc voilà pour ce voyage numéro 2.